Bien, je propose qu'on commence, chers collègues. Nous entendons ce matin Madame Marianne Barbatlayani, que nous avions auditionnée il y a un peu moins d'un an à l'occasion de sa nomination comme présidente de l'autorité des marchés financiers en remplacement de Monsieur Robert Ophel, et qui vient aujourd'hui nous présenter le rapport public annuel de cette autorité indépendante selon l'usage. Vous en avez eu connaissance dès la fin de semaine dernière, avant qu'il ne soit rendu public en début de semaine. Je vous passe, Madame Barbatlayani, la parole immédiatement. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les députés. Je vous remercie de me recevoir au sein de votre commission, que je crois fort occupée en ce moment, pour vous remettre, conformément à l'article L621-19 du Code monétaire et financier, le rapport annuel 2022 de l'Autorité des marchés financiers. C'est l'occasion pour moi de revenir devant votre commission, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, pour la première fois depuis ma nomination, commission qui m'a fait l'honneur de se prononcer en faveur de ma nomination au mois d'octobre dernier. Depuis lors, j'ai pris mes fonctions le 26 octobre 2022 et je préside donc une autorité de contrôle et un régulateur de marché de premier plan, autorité publique indépendante, reconnue par ses pairs, dotée d'un collège pluridisciplinaire et d'une commission des sanctions indépendante et composée de collaborateurs de haut niveau. Je profiterai principalement de cette audition pour présenter les orientations stratégiques de notre activité pour la période 2023-2027 qui correspond à la durée de mon mandat. Nous les avons rendues publiques ce lundi 26 juin et elles seront la colonne vertébrale qui guidera nos choix et nos actions dans l'accomplissement de nos missions d'autorité publique indépendante au service de l'intérêt général. Ce plan porte un nom qui est fort et qui en exprime l'ambition. Nous l'avons appelé Impact 2027, nom qui illustre notre objectif d'être un régulateur à fort impact, impliqué à la fois dans l'élaboration des textes et dans leur déploiement, un régulateur à impact aussi dans ses pratiques de supervision, mais également à impact pour l'action de nos collaborateurs, dont nous souhaitons qu'elle puisse être effectivement à fort impact. Quelques mots rapides du processus. Nos orientations résultent des travaux que nous avons menés ces derniers mois, avec nos équipes, bien sûr, mais aussi avec le collège de l'AMF, en tirant les grandes leçons du passé et en nous penchant sur les éléments du contexte dans lequel nous allons exercer nos missions dans les années à venir. Elles ont été également nourries de l'écoute de l'ensemble des parties prenantes, posture d'écoute et d'interaction qui est importante et que nous souhaitons développer. Quelques mots rapides de ce contexte dans lequel nous allons déployer notre action. L'année 2022, tout d'abord, qui a été une année complexe, marquée par la guerre en Ukraine, le retour de l'inflation et notamment sous l'effet de l'augmentation des prix de l'énergie. Dans cet environnement financier qui est en mutation et qui est confronté à des risques nouveaux, les marchés financiers ont été marqués par une forte volatilité et une baisse significative. En 2023, un environnement complexe se confirme, notamment marqué par la fin d'une longue période de taux bas, voire négatifs. Face à l'inflation et à la montée des taux d'intérêt, les acteurs financiers comme les investisseurs doivent s'adapter. Et dans ce contexte, les problématiques d'endettement, mais aussi de risque de taux et de liquidité prennent davantage d'importance. Nous avons également connu un certain nombre de crises. Tout d'abord, en septembre 2022, le marché de la dette souveraine britannique qui a connu une forte crise. Le monde des cryptoactifs a connu ses premières crises également en 2022. Et au printemps de l'année 2023, des acteurs financiers spécifiques ont rencontré des difficultés, notamment certaines banques régionales américaines et le Crédit Suisse. Les réactions des superviseurs et des régulateurs ont permis d'éviter que la stabilité financière globale ne soit remise en cause, mais cela a rappelé à quel point la vigilance et une forte coordination entre les régulateurs sont nécessaires. Dans le même temps, nous avons de bonnes nouvelles. D'abord, la place financière de Paris, qui est devenue la première place financière européenne par la capitalisation boursière. C'est un atout considérable pour l'autonomie stratégique de l'Union européenne et pour le financement de l'économie, mais c'est aussi une responsabilité éminente pour le régulateur.
Au-delà de ce contexte, deux grands sujets de fond prennent une importance croissante pour notre action: la digitalisation du monde financier et la finance durable. La digitalisation, tout d'abord, qui génère de nouveaux acteurs, de nouveaux produits, de nouvelles opportunités, de nouvelles pratiques de commercialisation et donc de nouveaux défis pour les régulateurs, notamment en matière de protection des épargnants, des investisseurs, de protection des données et de cybersécurité. Quant à l'urgence climatique, c'est une priorité absolue, confirmant la pertinence de la position pionnière de l'AMF en matière de finances durables. Sur la base de ces éléments que j'ai rappelés rapidement, nous avons retenu 6 grandes orientations pour la période 2023-2027. Tout d'abord, 2 axes stratégiques transversaux: être un régulateur exigeant pour une place financière de premier plan et avoir une action internationale et européenne forte. Ensuite, 3 priorités thématiques: protéger les épargnants, qui est notre première priorité, promouvoir une finance plus durable et accompagner l'innovation. Enfin, nous avons une grande orientation que nous avons appelée notre socle essentiel et qui porte sur notre organisation et sur nos équipes, pour lesquelles nous nous sommes fixés une priorité: être une autorité attractive et performante au service de l'intérêt général. Quelques mots sur notre premier axe transversal: un régulateur exigeant pour la première place financière européenne. Il repose sur une conviction et un engagement. Notre conviction, c'est qu'une régulation exigeante n'est pas antinomique avec une place financière dynamique, bien au contraire. La première place conquise par la place financière de Paris au niveau européen le prouve. L'AMF continuera donc à se positionner en régulateur exigeant pour garantir le bon fonctionnement des marchés et la bonne information des investisseurs. Nous souhaitons œuvrer à l'intégrité des marchés, à la qualité de l'information financière et extra-financière, à la protection des actionnaires minoritaires, à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Et notre action de supervision s'appuiera sur l'identification des risques, j'en ai dit un mot, et les recommandations que nous donnerons aux acteurs, voire dans un certain nombre de cas, des actions qui peuvent aller jusqu'à la sanction. Nous souhaitons d'ailleurs développer et pérenniser nos outils en matière d'enquête, de contrôle et de sanctions, ce qui, dans un certain nombre de cas, nous y travaillons, pourra passer par des modifications législatives. Un engagement également: œuvrer à l'attractivité de la place de Paris. Cet engagement, nous l'affirmons en indiquant que nous éviterons la surréglementation, notamment toute surtransposition de la réglementation européenne, sauf bien sûr en cas d'enjeu majeur de protection des épargnants. Nous nous efforcerons d'offrir le meilleur environnement de supervision possible en développant le dialogue avec l'ensemble des acteurs et en surveillant nos propres performances en matière de délai et de réactivité. Nous donnerons des indications sur nos attentes et sur les bonnes pratiques au travers de la publication de recommandations et de questions-réponses. Nous continuerons à moderniser nos outils de supervision, et notamment en matière d'exploitation de la donnée, et nous réaliserons régulièrement des études de perception ciblée. Nous travaillons également à la mise en place d'indicateurs d'activité et de performance que nous rendrons publics. Notre deuxième axe transversal: une action internationale forte. L'AMF considère que la dimension européenne de son action est essentielle et lui donnera la priorité. Tirant les conséquences d'un marché financier européen qui reste fragmenté et d'une organisation de la supervision qui repose encore pour l'essentiel sur les régulateurs nationaux, nous donnerons la priorité aux outils qui permettront une convergence des pratiques de supervision. C'est un travail que nous pousserons notamment à l'ESMA, qui est pour nous un partenaire essentiel, notre autorité européenne, et en le centrant sur une bonne compréhension des pratiques de marché, l'étude de cas concrets, les revues par les pairs et des actions de supervision communes. Nous soutiendrons évidemment tous les efforts de mise en place d'un marché des capitaux plus unifié, mais compte tenu du contexte actuel, nous plaiderons également pour mieux protéger les épargnants, pour que les superviseurs des pays d'accueil des prestations transfrontalières disposent de davantage de pouvoir en matière de protection des épargnants.
très rapidement. Au plan international, ça nécessiterait plus de temps. Nous travaillerons également très activement au sein de l'Organisation internationale des commissions de valeur, l'OICV, en particulier sur les enjeux de stabilité financière et d'innovation financière, puisque cette organisation formule des recommandations internationales sur les normes, notamment dans ces domaines. 3 priorités thématiques. Protéger les épargnants, comme je l'ai dit, c'est notre première priorité. Nous souhaitons porter le message d'une finance accessible à tous et pas seulement aux experts. Cela passe par la clarté et l'intelligibilité de l'information fournie aux investisseurs, la comparabilité des produits, mais aussi la qualité du conseil qui doit être accessible en proximité, mais réalisé dans l'intérêt exclusif de l'épargnant et adapté à son profil comme à ses objectifs d'épargne. Nous travaillerons sur la formation des professionnels et l'éducation financière. Nous serons particulièrement attentifs à faire progresser la transparence sur les frais et nous participerons dans ce contexte très activement aux travaux qui prendront place dans le cadre de la stratégie sur l'investissement de détail, en mauvais français Retail Investment Strategy, qui vient d'être proposée par la Commission européenne, notamment sur le concept important de rapport qualité-prix des instruments financiers. Nous poursuivrons également notre investissement sur la régulation des influenceurs financiers, qui a fait l'objet d'une loi récente. Nous développerons nos outils de veille. Nous serons très attentifs sur les pratiques de commercialisation qui se traduisent par un flou sur la frontière entre le jeu et l'investissement, ce que l'on appelle la gamification. Et évidemment, nous poursuivrons et amplifierons nos activités de lutte contre les arnaques et pratiques de commercialisation problématiques et poursuivrons dans ce domaine-là nos actions répressives, notamment en matière de fermeture de sites, comme nos actions de communication pour aller chercher les épargnants là où ils sont, notamment sur les réseaux sociaux, et essayer de les aider à développer leur esprit critique pour bien identifier les problèmes auxquels ils peuvent être confrontés. Une finance plus durable, notre deuxième priorité thématique. Je crois qu'on peut dire que la France porte en la matière un message singulier, et l'AMF, dans ce contexte, a été pionnière sur ces sujets. Elle entend porter le leadership d'une transformation ambitieuse. Cela passe désormais de plus en plus par la mise en œuvre d'un cadre européen qui est particulièrement ambitieux, avec le règlement taxonomie, le reporting sur la durabilité qui portera sur l'ensemble des entreprises avec la CSRD et le règlement SFDR qui notamment porte sur la durabilité en matière de fonds d'investissement, entre autres. Nous serons force de proposition pour la finalisation de ce cadre qui a été mis en place très rapidement, mais qui n'est pas encore totalement finalisé et cohérent. Et nous accompagnerons les acteurs, entreprises, gestionnaires de fonds et investisseurs pour qu'ils le comprennent et le mettent correctement en œuvre au travers de nos actions de supervision, la publication des bonnes pratiques et des mauvaises d'ailleurs, et les actions de supervision communes que nous mènerons notamment avec nos collègues européens. Accompagner l'innovation est notre troisième priorité thématique. Nous avons souhaité réaffirmer dans notre plan notre positionnement de régulateur ouvert et favorable à l'innovation. L'AMF a su développer une véritable expertise sur l'écosystème de l'innovation, ce qui nous permet d'en identifier les nouveaux développements en matière d'innovation, finance ouverte, finance décentralisée, intelligence artificielle, mais aussi d'identifier les grands enjeux en matière de régulation. C'est pourquoi nous serons notamment très investis sur le déploiement du nouveau cadre réglementaire européen sur les cryptoactifs, MiCA, qui permettra d'accompagner l'écosystème des cryptoactifs vers davantage de maturité. 2 mots de notre socle essentiel, qui est une priorité interne. Nous souhaitons être une autorité attractive et performante au service de l'intérêt général. Tout d'abord, en considérant que la réputation d'excellence dont jouit l'AMF, notamment à l'international, est notre premier atout. Elle repose sur 2 fondements, la qualité de nos systèmes d'information, mais aussi et surtout sur la qualité et l'engagement des équipes de l'AMF que je salue et que je m'engage à valoriser.
Ils trouvent beaucoup de sens à leurs travaux dans le fait de travailler dans une autorité indépendante, reconnue, œuvrant au service de l'intérêt général. Cela donne un sens fort à leur engagement, mais nous souhaitons aussi poursuivre nos travaux de manière à améliorer notre attractivité et à réaffirmer notre statut d'employeur exemplaire. Nous veillerons aussi à un dialogue social de qualité avec l'ensemble des collaborateurs. L'AMF, par ailleurs, souhaite poursuivre sa transformation dans une dynamique d'amélioration de sa performance. En tant qu'entité publique, nous devons être exemplaires dans la gestion de nos ressources et nous nous engageons donc à mettre en place une gestion resserrée, à rendre davantage compte de notre action, notamment par des indicateurs de performance. En conclusion, Monsieur le Président, je dirais que nos missions se sont considérablement développées au cours des dernières années. Elles sont sans arrêt dans l'actualité et dans la poursuite des nouvelles priorités, comme je l'ai dit, en matière d'innovation comme de développement durable. C'est une véritable gageure pour une autorité publique dont les ressources sont contraintes et je forme le vœu que nous puissions convaincre de donner à l'AMF les moyens de continuer à se développer compte tenu de l'importance de ces enjeux qui sont devant nous et de notre ambition de continuer à avoir un réel impact en tant que régulateur de la place financière de Paris qui est devenue la première place financière européenne. Je vous remercie de votre attention et bien sûr, je vais répondre à toutes les questions. Merci, Madame la Présidente. Au moins essayer. Voilà, je vais ouvrir le bal des questions. En 2022, la commission des sanctions de l'AMF a rendu 12 décisions concernant 32 personnes, soit 18 personnes morales et 14 personnes physiques. Parmi elles, 28 personnes ont fait l'objet de sanctions pécuniaires dont les montants allaient de 20 000 euros à 75 millions d'euros, atteignant un montant cumulé de pratiquement 100 millions d'euros. Le plus important, je cite, prononcé par la commission des sanctions depuis sa création, en nette hausse par rapport aux années précédentes. Comment vous expliquez cette évolution ? Est-ce que les manquements constatés sont plus graves que naguère ? Ou est-ce que les sanctions à manquements identiques se font plus sévères qu'il y a quelques années ? D'autre part, vous indiquez que l'élargissement constant des missions de l'autorité nécessite que le relèvement du plafond de recettes qui lui est octroyé se poursuive sur les années à venir. Est-ce à dire que les moyens humains et financiers de l'AMF ne sont pas à la hauteur des besoins ? Concrètement, l'AMF a-t-elle pour cette raison rencontré des difficultés en 2022 ou au début de l'année 2023 ? Et je note également que sur les 25 équivalents temps plein permis par la loi de finances 2022, seuls 4 ont été recrutés, avec pourtant des salaires qui sont assez élevés. Donc est-ce que là-dessus aussi, vous auriez quelque chose à nous dire sur cette difficulté de recrutement ? Auditionné le 12 octobre dernier par notre commission de la perspective de votre nomination, vous déclariez que le financement de l'économie, je cite, « nécessite une vigilance particulière dans le contexte actuel où l'endettement des acteurs est très élevé et les conditions générales du marché sont volatiles, où les taux d'intérêt remontent et les investisseurs peuvent être tentés, je vous cite toujours, par le court-termisme. Est-ce que pour vous, la situation est différente aujourd'hui, quasiment un an après ? Et une dernière petite question, vous avez parlé de crypto-monnaies et vous avez dit vouloir les accompagner vers leur maturité. J'aimerais bien savoir pour vous quelle sera la maturité des crypto-monnaies. Merci. Monsieur le rapporteur général. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci beaucoup pour ce rapport très clair. Et merci d'avoir participé au fait que la place de Paris est maintenant la première place européenne. Moi, j'avais 4 questions. La première sur la remontée des taux directeurs assez soutenue donc, par la BCE. C'est au cœur aujourd'hui des réflexions sur la stabilité financière. Quel est l'impact sur les risques que vous avez, vous, identifiés ? Comment vous accompagnez les investisseurs sur ces risques liés à cette remontée des taux ? Dans votre rapport, vous soulignez qu'au niveau européen, on assiste à une fragmentation, en tous les cas que le marché européen est fragmenté, imparfait d'un État à l'autre. Comment faites-vous pour essayer de limiter les opportunités d'arbitrage réglementaire entre les différents pays ? Quelle est votre réflexion sur le sujet ? Sur la pratique frauduleuse des CumCum, l'AMF a été le seul, je crois, à mesurer l'ampleur du phénomène.
Quel est votre rôle dans ce type de fraude pour essayer d'éviter ce type de fraude? Et est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'on a pris des garanties suffisantes pour éviter qu'elles se reproduisent ou pas? Et enfin, sur les finances vertes, vous soulignez, et vous avez fait un gros travail là-dessus, que la transparence, l'information aujourd'hui des actionnaires a beaucoup progressé sur la responsabilité environnementale des acteurs économiques. Est-ce que vous considérez pour autant que tout ce qui est du domaine du placement vert, de l'épargne verte, est-ce qu'on est vraiment maintenant sur de vrais produits, ou on est encore dans une phase de greenwashing? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quelle est la dynamique aujourd'hui entre l'offre et la demande sur ce type de produits, ce type d'épargne? Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, monsieur le rapporteur. On va passer aux orateurs de groupe. Je vous laisserai répondre ensuite. Pour Renaissance, qui prend la parole? Parce que je n'ai pas d'orateur annoncé. D'accord. Donc le rapporteur général a parlé pour Renaissance. Voilà. C'est un peu partial, ça, non? Jocelyn de Signy pour le Rassemblement national. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Madame, en vue de l'examen de la proposition de loi visant à élargir l'assiette de la taxation sur les transactions financières soutenue par Monsieur Nagel, nous avons notamment pu auditionner Monsieur de Juvigny et Madame Tertrais. À partir des différentes auditions, nous tentons de réfléchir à un système d'imposition des opérations de trading à haute fréquence ou opérations intrajournalières. La difficulté réside dans l'absence de transfert de propriété au cours de ces opérations. Or, l'assiette de la TTF repose sur ce transfert de propriété. Actuellement, le contrôle opéré par l'administration fiscale est donc a posteriori. Le problème étant posé, je souhaiterais vous poser quelques questions. Comment mettre en place la nouvelle technologie dite blockchain que proposent les cryptoactifs au service d'une taxation sur les opérations de trading à haute fréquence? Pour lever les obstacles techniques à une taxation des opérations de trading à haute fréquence, est-ce qu'il serait possible de réviser les relations entre Euroclear France, l'administration fiscale et les plateformes de négociation? Et également, tout à l'heure, vous avez dit que vous luttiez contre le blanchiment d'argent dans le cadre du djihadisme. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les méthodes et les moyens mis en œuvre et surtout sur les résultats déjà obtenus? Je vous remercie. Merci. Michel Salah pour la France Insoumise. Oui, Monsieur le Président, Madame la Présidente, vous avez parlé bien sûr des deux grandes orientations dans votre rapport, celle d'une digitalisation progressive du monde et la finance durable. À ce propos, sur la finance durable, j'aimerais vous interroger sur une actualité liée à la responsabilité écologique d'une société, notamment la société Glencore, importante multinationale d'extractivisme et qui fait actuellement des dégâts considérables en Colombie. 3 importantes banques françaises financent cette société. Elles sont mises en demeure au nom de la loi de vigilance de 2017. Cette démarche a peu de chances d'aboutir. Pensez-vous que le législateur doive renforcer les outils de sanction pour que l'AMF puisse jouer un rôle plus prononcé dans le suivi des responsabilités sociales et environnementales des banques et de leur financement? Deuxièmement, dans cette lettre, vous parlez de la conjecture actuelle et malgré un contexte de forte tension, la stabilité financière globale n'est pas remise en cause. Mais pour faire écho à cette analyse, j'aimerais pointer la publication récente d'hier, je crois, d'un rapport, celui de l'Observatoire de l'inclusion bancaire. Avec plus de 4 millions de personnes en situation de fragilité, la Banque de France note tout de même que les relatives stabilités et les modérations du surendettement et des incidences bancaires peuvent toutefois sembler paradoxales dans un contexte marqué par un ralentissement de l'économie et une inflation élevée. Et ils ont convenu de rester attentifs et d'approfondir l'analyse pour mieux comprendre pourquoi ces tensions budgétaires ne se traduisent pas ou peu par des difficultés sur les comptes bancaires. Relevez-vous le même type d'incertitude? Enfin, sur les manques de moyens de l'AMF pour être en adéquation avec les missions dont elle a la charge, vous affirmez avoir traité un nombre record de dossiers, ce qui signifie par extension un mécontentement légitime des épargnants envers un accroissement des produits financiers trompeurs. L'AMF a-t-elle les moyens nécessaires pour mener l'ensemble de ses missions de contrôle? Quelle est la hauteur des efforts devant être investis
pour avoir la maîtrise réelle de ses ambitions. Merci. Merci. Véronique Louwagie pour Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente, pour la présentation. J'ai 3 questions. Une première qui porte sur les annonces qui ont été effectuées lundi dernier par l'Autorité des marchés financiers, où il était présenté les priorités stratégiques jusqu'en 2027, notamment centrées sur l'accompagnement des acteurs financiers à l'égard de la réglementation verte et de la protection des épargnants, faisant le pari de la pédagogie plutôt que de la contrainte. Pourriez-vous nous détailler la mise en œuvre pratique des contrôles pédagogiques ciblés qui seront mis en place? La deuxième question concerne également l'annonce qui a été faite par l'AMF qui souhaite se doter d'outils de veille sur les réseaux sociaux, alors que la promotion d'offres financières faites par des célébrités ou par des influenceurs dont les contenus sont sponsorisés sont une préoccupation. À quel horizon temporel envisagez-vous l'effectivité de ces outils face à cette préoccupation que l'on peut qualifier d'urgente? Et un troisième point qui concerne la situation du groupe Orpea, dont nous avons déjà débattu ici, avec une situation très dégradée, une nécessaire restructuration, une intervention d'un consortium avec la Caisse de dépôt et consignation, avec la mise en œuvre, dans le cadre de la mise en œuvre d'une nouvelle procédure qui est régie par l'ordonnance de septembre 2021. L'AMF a accordé la dérogation qui a été prévue dans le cadre de la souscription à l'augmentation de capital d'une société en situation avérée de difficultés financières. Les actionnaires sont d'ailleurs réunis aujourd'hui pour voter sur le projet de plan de sauvegarde accéléré. Moi, j'ai 2 inquiétudes. Une première qui concerne la situation de ces 3 augmentations de capital qui vont intervenir successivement et qui vont procéder à une dilution importante des actionnaires actuels. Et j'ai une inquiétude qui porte sur les méthodes d'évaluation qui sont contestées. Il y a quand même eu beaucoup d'interventions sur le sujet, de commentaires. Et notamment, je voudrais vous alerter sur la dérogation à des règles, je dirais, mondiales, de comptabilisation, notamment à l'IAS 16. Et cette dérogation qui existe dans les comptes au 31 décembre 2022 semble poser un problème important de crédibilité des marchés financiers en France. Et une deuxième inquiétude, je termine, Monsieur le Président, sur le fait que le groupe Orpea a obtenu le report de la date de l'Assemblée générale pour approuver les comptes 31 décembre 2022, puisque l'Assemblée générale qui va approuver les comptes du 31 décembre 2022 pourra se tenir jusqu'au 31 décembre 2023. Ce sont donc les nouveaux actionnaires qui vont voter sur les comptes qui ne les concernent pas, qui ont servi d'évaluation pour établir l'augmentation de capital au 31 décembre 2022. Donc à un moment donné, on a une vraie difficulté là, parce que ces nouveaux actionnaires sont juges et parties. Donc je voudrais connaître votre sentiment par rapport à cette situation très particulière. Merci. Luc Gesmar pour le mouvement démocrate. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente de l'AMF, mes chers collègues. J'ai plusieurs questions. Certaines concernent la finance durable et une autre m'a été glissée à l'oreille à l'instant par le Président Mattei. Alors que le PJL Industrie Verte que nous allons être amenés à examiner dans les prochains jours entend donner la possibilité aux assurés d'avoir un accès plus aisé aux actifs non cotés au sein de l'assurance vie et des plans épargne retraite, afin de contribuer au financement de l'industrie verte, il convient de rappeler que ceci présente l'avantage d'offrir des solutions qui peuvent combiner rendement potentiellement élevé et financement de la transition écologique par le soutien à des PME et des ETI. Les actifs non cotés présentent aussi des inconvénients non négligeables. Ces placements sont souvent peu liquides, plus risqués, bloqués de longues années. Depuis plus de 20 ans, les gouvernements successifs multiplient les dispositifs pour rendre le non-coté plus séduisant auprès des épargnants, mais le succès, il est vraiment en demi-teinte. Quelles sont les actions potentiellement envisagées par l'AMF afin d'inciter les épargnants à investir dans les entreprises non cotées qui participent à la transition écologique? Avez-vous par ailleurs des éléments de comparaison européenne sur le non-coté? Est-il plus développé chez nos voisins européens? Si oui, quels facteurs ont permis ce développement plus avancé? Par ailleurs, il semblerait que les assureurs rencontrent des difficultés structurelles à proposer des investissements non cotés dans le cadre de produits d'assurance vie, car ceux-ci sont soumis à des risques d'illiquidité. Quel est votre sentiment sur ce frein? Pourrait-il être levé en imaginant certains dispositifs adéquats? Et ensuite, la question de
du président Mattei. Vous avez indiqué que nous avons la première capitalisation boursière. Qu'en est-il réellement, en tout cas par rapport au Royaume-Uni et par rapport à la place de Londres? Voilà. Merci à Luc Gesmar et au président Mattei. Philippe Brun pour le groupe socialiste. Il faut fermer votre micro, par contre. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente, pour ce rapport. Excellent rapport dans lequel il manque néanmoins une partie, celle peut-être sur la prévention des conflits d'intérêts. Vous aviez, lors de votre audition ici devant la Commission, fait part vous-même des potentiels conflits d'intérêts qui résulteraient de vos activités passées dans les structures dans lesquelles vous aviez travaillé, au Crédit Agricole, à Dexia, et puis votre activité de directrice générale de la Fédération bancaire française, qui est, comme chacun sait ici, le lobby des banques. Vous nous étiez engagé devant nous à vous déporter d'un certain nombre d'affaires qui pourraient être problématiques du point de vue de la déontologie. Ma question est la suivante. Vous êtes-vous déporté d'un certain nombre d'affaires dans lesquelles vous jugiez justement être en conflit d'intérêts? L'autorité des marchés financiers a notamment enquêté et a sanctionné récemment le CIC, qui était une des banques d'ailleurs qui sont adhérentes de la Fédération bancaire française, par 2 décisions du 19 juin 2023. Si les sanctions ne sont pas prononcées directement par vous, mais par la commission des sanctions, c'est bien vous et le collège qui saisissez la commission des sanctions. Vous êtes vous-même déporté de cette décision de saisine de la commission des sanctions. Lise Magnier pour le groupe Horizon. Merci Monsieur le Président. Merci Madame la Présidente pour la présentation de votre rapport annuel qui est toujours pour nous une source d'informations essentielle. Je voudrais revenir sur 2 points. D'abord, Madame la Présidente, dans votre lettre au Président de la République qui a introduit votre rapport, vous appelez à une augmentation des moyens dédiés à l'AMF. D'abord, vous exprimez qu'en tant qu'autorité publique, il est naturel que l'AMF prenne sa part des efforts de maîtrise de la dépense publique en poursuivant sa transformation interne et en renforçant la rigueur de sa gestion. Mais en parallèle, vous indiquez que les effectifs de l'AMF demeurent sensiblement inférieurs à ceux de nos principaux homologues et l'effort d'investissement dans la supervision par la donnée doit être poursuivi. Le régulateur de marché français doit donc disposer de moyens à la hauteur de ses missions et du premier marché financier de l'Union européenne. Madame la Présidente, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les transformations que vous menez et les efforts de gestion que vous pourrez entreprendre? Deuxième point que j'aurais souhaité pouvoir aborder, j'aimerais revenir sur la question de la prolifération, de la promotion d'outils financiers frauduleux sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez une vision précise de l'ampleur de ce phénomène en volume, en valeur, des sommes en jeu et des pertes potentielles pour les investisseurs? Vous avez évoqué la récente loi relative aux influenceurs. Quelle est votre vision de ce nouvel outil législatif? Est-ce qu'il correspond à vos besoins et est-ce qu'il vous sera utile? Je vous remercie. Merci. Christine Arrigui pour le groupe écologiste. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Présidente, merci pour votre rapport, ce qui appelle plusieurs questions de la part du groupe écologiste. Le rapport de l'année 2022 fait état de travaux européens et internationaux sur la standardisation du reporting de durabilité des sociétés dans le but d'améliorer la qualité et la disponibilité des données environnementales, sociales et de gouvernance. Est-ce que vous pourriez nous faire état de l'avancement de ces travaux et à quelle échéance ils devraient aboutir complètement? Dans le rapport annuel de 2021, l'AMF soulignait l'importance de donner de la visibilité et de la crédibilité à l'investissement durable. À ce jour, la taxonomie verte, qui définit les investissements considérés comme respectueux de l'environnement, reste complètement inachevé. Le règlement de la publication d'informations en matière de durabilité des produits financiers est source de confusion et les normes de comptabilité extra-financière ne sont pas finalisées. Cela génère de la confusion sur les offres d'investissement dits durables et n'inspire aucunement confiance parce qu'on a du mal à identifier clairement ce qui est vraiment vertueux de ce qui est plutôt du greenwashing ou carrément du greenwashing. Parmi vos orientations stratégiques 2023-2027 figure la promotion d'une finance plus durable. Alors de quoi s'agit-il? Du vertueux ou du greenwashing? Quelles sont les solutions qui vous semblent envisageables pour endiguer cette confusion et inciter à la confiance dans cette finance durable? Dernière question, les déboires survenus ces derniers mois, notamment dans les faillites de banques et de plateformes
de crypto comme FTX ont secoué le monde des crypto-monnaies et relancé le débat sur la régulation du secteur. Alors, il y a eu évidemment des règlements européens, MiCA, et des transferts de fonds, TFR, du 20 avril 2023, qui sont applicables progressivement à partir de l'année prochaine. Mais beaucoup d'interrogations subsistent, notamment sur le délai d'application, lorsqu'on sait que les transactions illicites effectuées avec des crypto-monnaies en 2022 ont plus que doublé en un an et sont estimées à maintenant 21 milliards de dollars. À l'heure où le gouvernement présente un plan contre la fraude fiscale et où il n'est fait état d'aucunement de la question des crypto-monnaies, n'est-ce cela pas une fenêtre ouverte aux fraudeurs et aux réseaux criminels internationaux pour continuer leurs entreprises malsaines à l'endroit des investisseurs non avertis? Et que pensez-vous de ces délais d'application? Merci. Jean-Marc Tellier pour le groupe GDR. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Présidente, dans un contexte économique mondial marqué par une croissance fragile et une inflation sans précédent, plusieurs éléments suscitent des inquiétudes quant à la spéculation sur les marchés et soulèvent les risques de bulles spéculatives. Il est souvent nécessaire d'attendre une catastrophe majeure avant que les autorités de régulation décident d'intervenir. Par exemple, aux États-Unis, la Silicon Valley Bank avait reçu pas moins de 6 avertissements de la Federal Reserve de San Francisco sans réagir. L'essor des crypto-monnaies qui ne contribuent en rien à l'économie réelle et ne font qu'attirer la spéculation tout en entraînant des faillites en série illustre également le manque de réglementation. Les sanctions actuelles sont-elles suffisantes, dissuasives pour prévenir le comportement à risque? Quelles mesures sont envisagées pour renforcer l'efficacité des sanctions et ainsi prévenir les comportements irresponsables? En parallèle, les marchés financiers intègrent désormais l'intelligence artificielle dans leur algorithme pour faciliter les échanges et prédire les mouvements des actions. Concernant les régulateurs, bien que l'AMF ait été précurseur en développant une application utilisant le langage naturel, quels sont vos projets pour étendre son utilisation à tous les domaines relevant de vos compétences afin d'améliorer notamment la détection des fraudes? Merci. Madame le Président, je vous laisse répondre et après on aura quelques autres orateurs. Merci, Monsieur le Président. Donc, vous avez évoqué l'augmentation du montant des sanctions de l'AMF. Il est vrai que l'année 2022 a été une année d'augmentation significative de nos sanctions, avec un montant total qui a quasiment atteint les 100 millions d'euros. Alors, est-ce que les manquements sont plus graves que naguère? Il est vrai que à la toute fin de l'année 2022, je crois le 23 décembre, notre commission des sanctions, qui est indépendante, je tiens à le rappeler, mais sur saisine du collège de l'AMF, a prononcé une sanction très exceptionnelle contre H2O et ses dirigeants. Évidemment, nous ne faisons pas de sanctions pour l'exemple. Les sanctions sont toujours proportionnées à la gravité des faits, mais aussi à la capacité de paiement des acteurs qui sont sanctionnés. Donc, en l'occurrence, effectivement, nous avons constaté des faits d'une gravité exceptionnelle qui ont justifié, je l'imagine, le délibéré de la commission des sanctions qui a effectivement sanctionné de manière très forte. Au-delà des cas particuliers, je dirais que ça fait partie de l'exigence du régulateur d'être capable, face à des situations critiquables, à la fois sur le respect des obligations professionnelles, la protection des épargnants, l'objectif de protection de leurs intérêts, mais aussi, dans un certain nombre de cas, des défaillances dans les dispositifs de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, ça a été évoqué, ou de vérification des obligations professionnelles. Ça fait partie des atouts ou des attributs d'un régulateur exigeant, d'être capable de proposer à sa commission des sanctions importantes. On a longtemps critiqué les régulateurs français pour la faiblesse de leurs sanctions. Je crois qu'il est important de montrer effectivement que nous sommes prêts à nous rapprocher du plafond législatif qui est, je crois, de 100 millions d'euros pour les cas les plus graves. Sur notre plafond de recettes,
et sur le fait que nous avons quelques difficultés de recrutement. Alors, je dirais que effectivement, l'AMF, fondamentalement, est une autorité qui exerce sur un marché important, hein, je l'ai indiqué. Et donc, nous avons, si on fait quelques comparaisons internationales, des effectifs qui restent assez modestes par rapport à nos principaux pairs, notamment en Europe, et surtout dont l'augmentation a été beaucoup plus modérée. Si je prends l'AMF à fin 2021, il y avait 486 ETPT, pardon du jargon, et sur 4 ans, on avait eu une augmentation de 0,4%. Dans le même temps, en Italie, la Consob dispose de 685 collaborateurs et ses effectifs ont augmenté sur 3 ans de 12,5%. Au Luxembourg, alors avec un périmètre qui est un peu différent du nôtre, il y avait 938 agents salariés et une augmentation sur 3 ans de 22,8%. Nos collègues néerlandais, l'AFM, 675 collaborateurs, avec une augmentation de plus 13,2%. La BaFin allemande, mais avec un périmètre très différent du nôtre, hein, puisque c'est un régulateur qui fait à la fois les marchés, la banque et l'assurance, à 2786 salariés, avec une augmentation de 45,4% sur les 3 dernières années. L'Espagne, qui est une autorité un peu plus petite que nous, puisqu'ils ont 450 salariés, a néanmoins augmenté ses effectifs de 4,9%. Donc c'est vrai que nous restons très économes de moyens, pour dire les choses telles qu'elles sont, et qu'effectivement, le plafond de recettes ne nous permettait pas l'année dernière de saturer, entre guillemets, notre plafond d'emploi, qui est actuellement de 515 ETPT. Donc effectivement, nous avons à la fois besoin, comme je l'ai dit, de poursuivre notre investissement dans les systèmes d'information. Un certain nombre d'éléments étaient évoqués par plusieurs questions, notamment le développement de l'intelligence artificielle. C'est vrai que nous avons déjà des systèmes d'information qui utilisent en partie des dispositifs de type intelligence artificielle, notamment pour la surveillance des marchés, pour identifier notamment des mouvements anormaux, etc. Mais évidemment, plus nous pourrons nous développer dans ce domaine, plus nous serons efficaces, et nous estimons nos besoins d'investissement annuels à environ 10 millions d'euros par an, que nous devons assurer sur notre seul plafond de recettes, puisque l'AMF n'a plus de réserve. C'est-à-dire qu'au cours des dernières années, elle a en partie financé ses investissements en utilisant ses réserves. Ça n'est plus le cas. Donc évidemment, nous nous ajusterons beaucoup plus strictement à notre plafond de recettes, mais il doit être relevé de façon à nous permettre de maintenir ce niveau d'investissement et aussi de recruter les collaborateurs dont nous avons besoin. Je pense que nous aurions besoin d'une quinzaine de collaborateurs supplémentaires sur la période. Donc vous voyez que nous regardons au plus juste. Nous travaillons d'abord en termes de redéploiement. Ceci au motif que nous sommes parfaitement conscients que nous sommes une autorité publique et que nous agissons dans un univers qui est contraint. Je réponds aussi au passage à une question sur les efforts que nous faisons. Effectivement, nous avons j'ai pris plusieurs mesures avec les équipes de l'AMF. Tout d'abord, nous organisons une gestion plus resserrée. Nous travaillons sur un budget pluriannuel. Nous lançons un programme d'économie. Nous avons réalisé des audits aussi sur nos coûts informatiques. Et nous regardons aussi notre recours aux prestations intellectuelles qui, sur les conseils stratégiques, ceci dit, reste modeste. Je le dis au passage, le plan stratégique que nous avons présenté a été élaboré totalement en interne et sans aucun appui extérieur, bien sûr, en nous appuyant sur les retours que nous avions de nos partenaires et des parties prenantes. Mais c'est un travail purement interne. Sur le financement de l'économie et la vigilance qui est liée aux évolutions des comportements possibles des comportements des investisseurs.
Alors c'est vrai que nous sommes dans un environnement qui change très rapidement, notamment avec l'inflation et avec la remontée des taux. Ça nécessite une adaptation rapide à la fois des acteurs financiers. Je dirais au passage que sur la remontée des taux, on peut se dire qu'on est dans un environnement peut-être plus normal où l'argent a un coût. Mais néanmoins, comme il y a eu une très longue période de taux zéro, voire négatif, il y a eu des impacts sur le prix des actifs. Je ne sais plus qui a évoqué la problématique d'éventuelles bulles sur certains actifs. C'est vrai que maintenant qu'on est dans un environnement de taux qui redonne du prix au temps et à l'argent, les bulles sont... On a un petit peu moins de risque de bulles. Sur le comportement des investisseurs notamment, on peut craindre deux choses. D'abord, la recherche d'investissement qui permettrait de faire face à l'érosion du pouvoir d'achat de l'épargne dans le contexte de l'inflation. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, la qualité de la lutte contre l'inflation qui est menée par les banques centrales permettra probablement de limiter ces risques. À court terme, dans nos enquêtes sur les épargnants et les investisseurs, la dernière, qui doit remonter à l'automne dernier, n'a pas montré de volonté des épargnants de prendre davantage de risques pour essayer de défendre le pouvoir d'achat réel de leur épargne. Donc les Français sont prudents. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais évidemment, si cette situation devait se prolonger, on ne peut pas exclure que ces comportements évoluent. En même temps, il y a la question de savoir si les investisseurs sont réellement conscients de l'impact de l'inflation sur leur épargne. Il y aura une vertu qui sera peut-être de les rendre plus attentifs aux frais. J'ai évoqué toute l'action que nous menons sur la transparence des frais. Mais effectivement, il faut que nous les aidions. Ça fait partie de nos actions de pédagogie et d'éducation financière, à comprendre les risques, à ne pas prendre de risques excessifs, mais aussi à mieux prendre conscience de l'impact de l'inflation et de la remontée des taux sur leur épargne. Enfin, vous m'avez interrogé sur les cryptoactifs et la notion de maturité. Alors, comme vous le savez, la France a été pionnière en matière de régulation des cryptoactifs avec la loi Pacte, avec un objectif clair de faire entrer ces acteurs dans une logique de régulation. Nous avons aujourd'hui, je crois, à l'heure où je parle, à peu près 77 prestataires de services sur actifs numériques qui sont enregistrés auprès de l'AMF. Je le rappelle, la loi Pacte prévoyait 2 étages de régulation, un étage de simple enregistrement et un étage d'agrément qui est beaucoup plus exigeant et qui correspond assez largement à ce qui sera en vigueur lorsque le règlement européen MiCA entrera en vigueur. Il vient d'être publié et entrera en vigueur fin 2024, début 2025. Donc, à ce stade, nous avons des acteurs qui sont en discussion avec nous pour passer au stade de l'agrément. Mais nous appelons de nos voeux, effectivement, le passage le plus rapide possible à une logique d'agrément. D'ailleurs, le Parlement a adopté, dans le cadre de la loi DADU, un régime un peu intermédiaire, qui est un enregistrement renforcé. Et de ce fait, dès la fin de ce mois de juin, nous fermons les possibilités de procéder à un enregistrement simple. Et les nouveaux acteurs qui déposeront des dossiers devront soit déposer des dossiers d'agrément, soit des dossiers d'enregistrement renforcé. L'agrément simple, il faut le rappeler, ne prévoit aucune disposition de protection des investisseurs. Il s'attache à vérifier l'honorabilité et la compétence des dirigeants, mais aussi la qualité des dispositifs de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme. J'en profite pour répondre à une des questions qui a été posée. Dans ce domaine-là, nous avons été amenés, en lien avec l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la CPR, qui s'occupe des banques et des assurances, mais aussi qui est en charge de la partie
contrôle anti-blanchiment, anti-financement du terrorisme sur les cryptos, en liaison et avec laquelle donc, nous travaillons très étroitement, nous avons été amenés d'ores et déjà à retirer l'enregistrement d'un acteur crypto dont le dispositif anti-blanchiment avait été jugé insuffisant. Nous avons ensuite, donc j'ai eu ensuite une question sur l'augmentation des taux et la réflexion sur la stabilité financière, l'impact sur les risques. Donc effectivement, la remontée des taux d'intérêt, encore une fois, qui est un contexte financier qui n'est pas anormal, simplement qui fait suite à un contexte financier différent, nécessite que les acteurs s'adaptent, notamment les acteurs financiers. Et ce que l'on a vu, notamment, ça a été évoqué à l'occasion d'une autre question, ce que l'on a vu notamment avec les crises qui se sont produites au printemps dans certaines banques régionales américaines, c'est des problématiques de mauvaise anticipation de l'évolution du prix, de la valeur des actifs détenus. Et donc, ce à quoi nous œuvrons au niveau international en lien avec le Conseil de stabilité financière, mais aussi au sein d'IOSCO, c'est à mieux identifier les risques qui se sont matérialisés, donc notamment pour ce qui concerne la gestion d'actifs, préconiser davantage d'attention à la gestion de la liquidité, à la mise en place d'outils de gestion de la liquidité, et c'est un point sur lequel nous continuerons à insister aussi au niveau français. Les deux principaux risques que nous identifions sont effectivement des risques de taux, mais aussi des risques sur la liquidité. Et puis, je l'ai longuement évoqué déjà, les risques pour les épargnants d'avoir des comportements qui ne s'adapteront pas assez vite à ce nouveau contexte. Au niveau européen, effectivement, nous constatons que les marchés sont encore fragmentés, ce qui, effectivement, fait que la taille des marchés européens reste modeste par rapport à d'autres grands ensembles géographiques, notamment les États-Unis, mais qui se traduit aussi par le risque, notamment pour les épargnants, que les pratiques de réglementation ne soient pas totalement homogènes dans les différents pays, qu'il y ait des mises en œuvre de la réglementation européenne qui ne soient pas exactement les mêmes et qui puissent se traduire donc dans le cadre de l'exercice du passeport européen par une mauvaise compréhension de la part des épargnants des risques qui sont pris. C'est pour cela que nous travaillons, comme je l'ai indiqué, à deux objectifs principaux au niveau européen. D'une part, renforcer la convergence des pratiques de supervision, et c'est le rôle éminent de l'ESMA, l'autorité européenne, que de parvenir à cela. Nous travaillons aussi à la qualité des règles qui sont édictées, notamment par les autorités européennes et notre autorité ESMA qui a des règles techniques à prendre en compte. Par exemple, actuellement, nous travaillons sur les standards techniques qui s'appliqueront au nouveau fonds européen d'investissement qui s'appelle LTIF. D'ailleurs, c'est un des objets de la loi sur l'industrie verte que d'en prévoir l'adaptation en France. Nous souhaitons que ces standards techniques soient prescriptifs de façon à ce que, effectivement, dans tous les États, les mesures qui seront prises en matière de gestion de la liquidité de ces fonds, notamment puisqu'ils investissent dans des actifs qui peuvent être illiquides, soient les mêmes et répondent à des standards collectifs. Vous m'avez interrogé également sur la pratique des CumCum et le rôle de l'AMF. Alors, comme vous le savez, l'AMF n'a pas de compétences en matière fiscale. Et je crois que c'est l'enjeu essentiel de ce dossier. Ce que nous pouvons faire, c'est identifier via les déclarations de transactions sur les dérivés que reçoit l'AMF
Et donc, nous avons un reporting sur ces transactions qui est prévu par la directive MIF. Nous pouvons identifier s'il y a des pics dans les opérations sur dérivés et donner effectivement des informations sur ce sujet qui permettent d'identifier ou pas effectivement disons un volume plus important qui pourrait qualifier des opérations anormales. Ceci étant dit, il y a aussi un enjeu de liquidité pour la place financière au travers des dérivés et pas un enjeu purement fiscal. C'est d'ailleurs au titre de l'enjeu de liquidité que nous avons des compétences qui nous amènent, au titre de la directive MIF, à avoir un reporting sur ce sujet. Sur la finance verte, alors, il y a eu plusieurs questions qui rejoignent la vôtre, monsieur le rapporteur général. Tout d'abord, sur la transparence, la qualité des informations qui a progressé, mais qui reste insuffisamment harmonisée et avec des risques de greenwashing. Je crois que le groupe écologiste a également soulevé cette question. C'est vrai que nous sommes dans une situation où les règles, notamment européennes, ont beaucoup progressé. J'ai évoqué les textes clés que nous avons d'ores et déjà ou qui sont en cours de finalisation, avec notamment pour le reporting des entreprises en matière extra-financière, la directive CSRD qui va entrer en vigueur progressivement à partir de 2025 pour les entreprises cotées, et ensuite progressivement pour les entreprises non cotées et en fonction de leur taille et avec une proportionnalité. Dans le même temps, donc, il y a des travaux qui sont indispensables sur les normes de reporting extra-financier qui permettront effectivement d'avoir des règles plus homogènes, des travaux qui sont menés à la fois au niveau international avec l'ISSB, mais aussi et principalement au niveau européen avec les normes européennes, EFRS, qui sont, on le sait, plus exigeantes. Et on retrouve là d'ailleurs l'objectif européen en matière de finances durables qui est très important. Donc la consultation est en cours sur les normes européennes et elle devrait être adoptée d'ici la fin de l'année en vue, comme je l'évoquais, d'une entrée en vigueur progressive de la directive CSRD. Par ailleurs, sur la mise en œuvre de SFDR, nous avons à l'AMF publié il y a quelques mois maintenant un papier de position pour plaider en faveur de davantage de définitions communes, notamment sur l'investissement durable, mais aussi sur la prise en compte de la notion, la définition et la prise en compte de la notion de transition qui nous paraît tout à fait essentielle pour les fonds d'investissement et que les investisseurs puissent avoir une vision claire de ce dans quoi ils investissent. Je fais référence aux polémiques qu'il y a pu avoir sur la mise en œuvre des articles 8 et article 9 en matière de fonds d'investissement qui méritent, selon nous, d'être clarifiés. Et donc, c'est une des propositions que nous faisons en vue des futurs travaux de la Commission européenne. Par ailleurs, sur le greenwashing, je signale que les 3 autorités européennes, dont celle à laquelle nous participons, l'ESMA, viennent de publier une définition du greenwashing qui permettra effectivement de mieux lutter contre le greenwashing. Mais fondamentalement, en fait, si je résume, il faut que nous arrivions à clarifier le plus rapidement possible les normes applicables de façon à ce qu'effectivement on puisse ensuite prévenir le greenwashing. Nous avons aussi au niveau de l'ESMA d'ailleurs une action de supervision coordonnée que nous mettrons en place au début de l'année prochaine. Il y a déjà eu des actions d'ailleurs de supervision et des contrôles à visée pédagogique menés par l'AMF. Nous venons d'en publier un sur les sociétés de gestion pour vérifier si elles disposent bien en interne des processus nécessaires pour s'assurer que leurs promesses, entre guillemets, en matière de ESG sont bien respectées et que les dispositifs mis en place permettent de s'en assurer. Donc nous avons identifié les bonnes pratiques. Nous avons aussi identifié
des pratiques plus contestables. Et donc, ça fait partie de notre action de supervision, de donner ces indications, ce qui n'exclut pas... Alors, je réponds au passage à une des questions de Madame Louwagie. Nous n'avons pas uniquement une action pédagogique vis-à-vis des acteurs. C'est vrai que ça a été un des éléments qui est ressorti de notre plan stratégique. Nous souhaitons développer les actions pédagogiques, mais nous ne nous interdisons absolument pas des actions plus de sanctions. D'ailleurs, on l'a vu avec la première question du président. Et d'ailleurs, à l'occasion de nos contrôles à visée pédagogique, si nous identifions des pratiques contestables, ça peut se transformer effectivement en des procédures de sanctions. Donc les deux ne sont pas antinomiques. Simplement, effectivement, dans le domaine de la finance durable, qui est un domaine relativement nouveau, dans lequel la norme se cristallise progressivement, il est très important effectivement que nous aidions les acteurs à mettre en place les bons dispositifs pour effectivement ne pas limiter les risques de greenwashing qui ensuite, je dirais, ont un impact très négatif sur les investisseurs parce que les investisseurs ont une forte volonté d'investir dans de la finance durable et qu'aujourd'hui, il n'est pas impossible qu'ils se sentent parfois un petit peu perdus entre ce qui est affirmé et ce qui se passe réellement. Donc c'est un travail sur lequel nous souhaitons progresser et nous souhaitons faire progresser la place pour éviter effectivement une perte de confiance qui, dans ce domaine, serait particulièrement problématique. J'ai été interrogée également, alors je ne sais plus si la personne qui m'a posé la question, je crois qu'elle était en ligne, sur le trading à haute fréquence et la question des transactions intraday. D'accord, donc vous êtes présent maintenant, pardon, je ne vous ai pas dit. Donc nous avons effectivement eu beaucoup de questions ces derniers temps sur la taxe sur les transactions financières. Alors, c'est vrai que, peut-être pour revenir un petit peu plus sur le sujet d'une manière générale, il existe une taxe sur les transactions financières en France, hein, comme vous le savez, qui porte notamment d'ailleurs sur le trading à haute fréquence, mais pas sur les transactions intraday pour toute une série de raisons qui sont notamment liées au fait que dans l'intraday, comme vous l'avez noté, il n'y a pas de transfert de propriété identifié. Alors, peut-être un mot pour dire que si on devait modifier la taxe sur les transactions financières, il est éminemment souhaitable que ce soit fait au niveau à minima européen. Au niveau mondial, ça serait encore mieux. Je ne sais pas si c'est véritablement envisageable. En revanche, au niveau européen, il y a eu pas mal de travaux sur ces sujets. Et sans me prononcer sur l'opportunité politique, ce n'est évidemment pas le rôle de l'AMF de le faire. Je dirais que pour la place de Paris et la liquidité des transactions que nous surveillons avec attention, si des mesures devaient être prises sur une extension du périmètre, il serait souhaitable qu'elles soient prises au niveau européen pour éviter qu'un certain nombre de transactions migrent vers d'autres places financières et posent des problèmes de liquidité sur la place de Paris. Voilà ce que je peux vous dire. La blockchain peut-elle jouer un rôle ? Je ne sais pas trop. C'est effectivement un sujet qu'on regarde parce que sur le post-marché notamment, il peut y avoir en effet des développements en matière de blockchain. C'est un des objectifs du régime pilote qui a été adopté au niveau européen dans le règlement MiCA, qui ne porte pas que sur les cryptoactifs, hein, et qui a été transposé en France par la récente loi DADU. Nous avons connaissance d'un certain nombre de projets sur la base qui permettront d'opérationnaliser les opportunités qui sont offertes sur le suivi des transactions post-marché par la blockchain. Pour l'instant, nous savons qu'il y a des acteurs qui y travaillent. Nous n'avons pas encore de
de projet effectif qui a pu être mis en place. Donc c'est un sujet évidemment qu'on suit avec attention. J'ai dit qu'on était proche de l'innovation, donc c'est comme ça que nous avons connaissance de ces projets, mais c'est un petit peu trop tôt pour vous répondre. Alors, je n'ai pas très bien compris la question sur Euroclear France. Je ne sais pas si vous voulez la préciser. Et sur la lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme, j'ai en partie répondu, notamment sur la partie crypto. C'est évidemment une des missions centrales de l'AMF dans ses activités de régulation. Nous avons bénéficié, je crois, en 2022, j'espère ne pas me tromper, d'un contrôle très approfondi du GAFI. C'était en 2022, je crois. Hein, Jérôme. Bon, en tout cas, 2021 ou 2022, donc c'est très récent. Qui a abouti effectivement à considérer que le dispositif français était globalement un dispositif de très bonne qualité. Ceci étant dit, ça n'interdit pas de renforcer en permanence notre vigilance parce que dans ces domaines-là, on voit bien que nous avons des risques, c'est un petit peu comme en matière d'arnaque, qui peuvent se déployer en permanence avec des nouvelles modalités. Donc on travaille de manière très approfondie avec Tracfin. Nous avons également un dialogue très nourri avec les responsables de la conformité des acteurs de la gestion que nous formons et qui jouent un rôle éminent dans les sociétés de gestion et dans les acteurs dont nous assurons la régulation en matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme. Nous avons un protocole de coopération avec Tracfin qui a été signé en 2022 et c'est un de nos interlocuteurs principaux. Les moyens de l'AMF ont été évoqués. Je pense que j'ai donné un certain nombre de réponses au président. Nous avons également eu une question à laquelle je crois avoir répondu donc, sur la priorité à l'accompagnement. Donc j'ai dit que c'était une priorité, mais que ça n'interdisait pas d'être plus aussi dans la sanction si nous identifions des comportements déviants. Sur la mise en place des outils de veille, notamment en lien avec les influenceurs et d'une manière plus générale sur les réseaux sociaux. Alors, je distinguerai entre ce que nous faisons déjà. Hein, nous avons déjà une veille très active pour identifier notamment des offres ou des sites illicites. Nous sommes également alimentés, je le dis au passage, très largement par les épargnants, puisque notre service épargne info service qui reçoit les problèmes des épargnants a reçu plus de 12 000 demandes l'année dernière. Donc c'est évidemment un domaine dans lequel nous sommes très alimentés aussi, tout simplement par les difficultés que peuvent connaître les épargnants. J'ajoute que nous avons aussi les saisines de notre médiatrice qui ont beaucoup augmenté, hein, puisqu'on est maintenant autour de 2000 saisines par an. Et donc, ça nous permet aussi d'identifier un certain nombre de problématiques. Nous avons aussi des dispositifs d'alerte. Donc, lorsque nous identifions des sites illicites ou des offres illicites sur les sites, nous pouvons le signaler aussi à nos collègues européens. Il y a aussi un dispositif d'alerte au niveau international via la IOSCO dont j'ai parlé, ce qui nous permet, nous aussi, d'identifier des sites frauduleux ou des activités frauduleuses. Nous avons obtenu via la justice l'année dernière la fermeture de 77 sites. Et donc, c'est une action que nous souhaitons poursuivre. Nous nous interrogeons d'ailleurs sur le fait de savoir si nous devons avoir des possibilités plus directes pour procéder à la fermeture des sites. Mais notre coopération avec la justice se passant bien, ce n'est pas forcément un obstacle à l'efficacité du dispositif. Sur les influenceurs, la loi sur les influenceurs nous a donné des pouvoirs particuliers pour intervenir, notamment lorsque des influenceurs font de la promotion
pour des offres illicites ou pour des produits trop risqués. Ça va donc au-delà de la fermeture des demandes de fermeture des sites. Et là aussi, nous souhaitons évidemment mettre en œuvre de façon très proactive ce dispositif, notamment en lien avec les grandes plateformes, pour pouvoir effectivement leur signaler lorsqu'il y a des problèmes dans ce domaine-là. Nous aurions besoin, par ailleurs, d'une extension de nos pouvoirs pour pouvoir procéder de manière efficace via le web scrapping. Alors, c'est un projet que nourrissent beaucoup d'autorités de contrôle. Nous y travaillons actuellement, notamment avec la CNIL, et nous reviendrons, le cas échéant, devant le législateur avec des propositions qui pourront, si nous trouvons un dispositif qui soit suffisamment, évidemment, protecteur des données, probablement sous forme expérimentale, et qui nous permettra de travailler plus efficacement. Cela pourrait passer aussi par l'extension de la possibilité d'utiliser une identité d'emprunt qui aujourd'hui existe pour nos enquêteurs et qui pourrait être utile effectivement aussi à nos salariés qui travaillent, nos collaborateurs qui travaillent sur la surveillance ou sur la veille effectivement sur les réseaux sociaux et les sites. Alors, vous avez évoqué le sujet Orpea. La situation très dégradée de l'entreprise, mais aussi le plan qui a été mis en place sous l'égide de la nouvelle ordonnance de 2021 qui prévoit le traitement des entreprises en difficulté. Alors, je commencerai par dire qu'évidemment, l'AMF est très sensible au traitement des actionnaires minoritaires. C'est une de nos missions éminentes. Mais je rappelle aussi que nous ne sommes pas en charge des procédures collectives. Dans le cas d'Orpea, il y avait manifestement une situation d'entreprise en difficulté. C'est ce que nous avons identifié, nous, dans le cadre de nos travaux sur la dérogation qui a été accordée par l'AMF, par le collège de l'AMF. Ça a été une décision collégiale. Avec effectivement une première, en l'occurrence, qui était la mise en œuvre de cette nouvelle procédure sur les entreprises en difficulté, qui prévoit notamment une règle de priorité absolue. Alors, ce n'est pas nous qui la mettons en œuvre, mais effectivement, nous sommes intervenus dans ce contexte. Cette règle de priorité absolue, elle fait qu'il y a une sorte de hiérarchie entre les catégories, je crois qu'on les appelle de parties intéressées, et les parties intéressées sont hiérarchisées en termes de possibilités de récupérer une partie de leur mise face à une entreprise très en difficulté. Les actionnaires viennent en dernier. Et donc, évidemment, cette logique fait qu'il n'est pas très facile pour les actionnaires actuels d'avoir un traitement qui puisse leur apparaître favorable. Néanmoins, c'est un texte qui a été adopté et qui donc vise, je pense, mais ce n'est pas encore une fois notre mission, à permettre effectivement de sauver l'entreprise, y compris face à des parties intéressées qui pourraient s'opposer à un plan de restructuration. Donc ça donne beaucoup de pouvoir au tribunal de commerce qui peut imposer le plan à l'ensemble des parties, y compris si le vote des actionnaires, puisqu'il y aura bien un vote des actionnaires, c'est un des points sur lesquels nous avons été très vigilants. Il y a bien un vote des actionnaires qui, je crois, effectivement doit intervenir aujourd'hui, puisque c'est ce qui est prévu dans le déroulement du plan de restructuration, et mais s'il est négatif, le président du tribunal de commerce peut se substituer aux actionnaires pour voter le plan de restructuration. Quant aux évaluations qui ont été faites sur l'entreprise, alors je rappelle que même s'il y a une offre, l'AMF n'est pas en charge de la fixation du prix de l'offre. En revanche, elle vérifie les modalités de fixation du prix.
Nous avons pris connaissance, notamment dans ce contexte, du rapport de l'expert indépendant qui a été mandaté conformément aux objectifs dans ce type de situation. Et donc, c'est effectivement un point que nous avons regardé, y compris d'ailleurs sur la valorisation des actifs immobiliers, sur lequel je crois que l'expert indépendant s'est également prononcé. Voilà, donc une affaire qui est assez hors norme et qui surtout consacre la première situation dans laquelle a été mise en œuvre cette nouvelle procédure qui, il faut le dire, peut effectivement amener les actionnaires à se trouver dans une situation défavorable. Je pense que c'est important et c'est un point sur lequel nous avons été très vigilants également, que l'information financière soit exacte et leur permettent de se positionner dans le cadre des choix qu'ils feront dans le cadre des plans de restructuration. Il y a celui d'Orpea, il y en aura probablement d'autres qui nous arriveront, qu'ils puissent se positionner sur la base d'une bonne information financière, notamment sur la dilution dont ils peuvent faire l'objet. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le sujet. Alors, pardon, je continue sur... alors, excusez-moi, dans l'ordre, les moyens de l'AMF, nous en avons parlé. La finance durable et le projet de loi industrie verte, alors, avec le développement de l'accès aux actifs non cotés, c'est effectivement un des objectifs de ce projet de loi. Au travers de nouveaux produits qui sont mis en place, que de permettre aux investisseurs individuels d'avoir accès, de développer l'accès des investisseurs individuels à des actifs non cotés. Alors, c'est vrai qu'un des constats importants que nous avons fait dans notre prise en compte du contexte, c'est que la bourse de Paris s'est beaucoup développée, mais en même temps, l'introduction en bourse n'a plus tellement, sans jeu de mots, la cote, au sens où beaucoup d'entreprises maintenant recourent plutôt à des financements privés, notamment le private equity qui s'est beaucoup développé, et l'endettement privé. Donc, c'est vrai que les particuliers ont, comme on le sait, un accès à la bourse, mais ils ont moins d'accès direct au private equity, évidemment. Et donc, ça peut se faire au travers d'ores et déjà de la gestion collective. Donc, nous avons observé le développement important en matière de gestion collective des fonds d'investissement alternatifs qui peuvent porter sur le private equity, mais aussi sur l'immobilier. Et cela montre qu'il y a effectivement une appétence des investisseurs pour ce type d'outils de gestion collective. L'arrivée des fonds européens d'investissement de long terme, LTIF, va renforcer cet accès, et c'est d'ailleurs pour cela que la loi Industrie verte prévoit effectivement des éléments sur le développement de ces nouveaux fonds d'investissement sur le territoire français. Je ne me prononcerai pas d'ailleurs sur ce qui est dit sur l'assurance, puisque nous n'avons pas de compétences en matière d'assurance. Effectivement, sur les risques d'illiquidité de ce type de véhicules, ça fait partie des sujets effectivement que nous regardons, notamment comme je l'ai dit, dans le nouveau contexte de taux qui peut aussi avoir un impact sur le prix des actifs. Et donc, nous continuerons à recommander très fortement aux gestionnaires de fonds de mettre en place les outils de gestion de la liquidité qui permettront aux investisseurs particuliers de bénéficier de la liquidité s'ils en ont besoin. Nous veillerons aussi à ce que l'information soit claire. Par exemple, si un fonds n'est pas ouvert et si on peut en sortir uniquement à la fin de la période sur laquelle le fonds est mis en place, il faut effectivement que ce soit connu et il faut également que les investisseurs soient bien au fait des mesures qui pourraient être mises en place en période de stress sur leur capacité de sortie ou la valorisation, les méthodes de valorisation qui seraient mises en place.
Monsieur le député Brun, vous avez évoqué la question de la prévention des conflits d'intérêts, qui, je l'avais indiqué, mais j'ai pu le vérifier depuis que je suis en fonction à l'AMF, est assurée à la fois au sein de notre collège et au sein dans le cadre des décisions qui peuvent être déléguées et la mise en œuvre des marchés publics. Donc j'ai mis en place un certain nombre de déports. Vous avez évoqué le cas du CIC. Je ne me suis pas déportée sur le CIC, je n'ai jamais travaillé pour le CIC et ça n'a pas empêché d'ailleurs le collège de prendre une décision, comme vous l'avez vu, visant à apporter des sanctions fortes, à proposer des sanctions fortes pour des défauts d'organisation. Sur les moyens de l'AMF, je crois que nous avons déjà répondu, y compris sur les transformations et les efforts de gestion. Sur les titres financiers frauduleux et les influenceurs, je crois que j'ai déjà répondu au travers de l'intervention de la réponse que j'ai apportée à Madame Louwagie. La standardisation européenne CSRD et normes, je l'ai évoqué. Le greenwashing aussi, je crois que nous progressons assez rapidement dans la compréhension du phénomène au niveau européen en le définissant. Enfin, sur les faillites qui ont pu intervenir et les délais de mise en œuvre à la fois de la réglementation et de la supervision, du rôle des superviseurs, de répondre aux superviseurs et les délais d'application de MICA, qui sont en fait un peu deux questions différentes. Donc, effectivement, nous tirons avec nos collègues au niveau international, nous travaillons beaucoup sur les leçons à tirer de la crise du mois de mars. Qu'est-ce que nous avons constaté, entre autres? Une accélération des phénomènes, notamment de retrait des dépôts bancaires, en l'occurrence, puisque c'est intervenu dans le secteur bancaire, avec des mouvements très forts qui peuvent se faire en quelques heures. Face à cela, effectivement, manifestement, il y avait un manque de réactivité chez les acteurs concernés et je pense que ça fera partie des sujets qui seront regardés de très près, mais cela relève plutôt des superviseurs bancaires. Sur les délais d'application du règlement MICA, donc maintenant ils sont définitivement fixés. C'est effectivement souhaitable que, comme je le disais, on passe vers une procédure d'agrément qui donnera beaucoup plus de sécurité, notamment aux épargnants, en matière, parce qu'il y aura des exigences de fonds propres, parce qu'il y aura des exigences en matière de prévention des conflits d'intérêts, parce que cela permettra d'obtenir une ségrégation des actifs, qu'il y aura aussi davantage d'exigences en matière de protection contre les cyberattaques et un certain nombre de dispositions supplémentaires. Ceci dit, en France, c'est un petit peu moins sensible, puisque, comme je le disais, nous disposons déjà d'un outil d'agrément qui est très proche de l'agrément MICA. Et nous avons également un dispositif d'enregistrement renforcé qui sera en vigueur de fait dès cet été et qui permettra effectivement de renforcer, dans l'attente de la mise en œuvre de MICA, la protection des investisseurs. Ce qui va changer avec MICA et qui évidemment nécessite que l'ensemble des autorités européennes se mettent en situation de bien contrôler ce nouveau domaine. C'est un des domaines d'activité nouveaux pour les régulateurs de marché. C'est le passeport, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y aura des agréments MICA qui auront été accordés dans tel ou tel pays de l'Union européenne, les acteurs concernés disposeront du passeport et effectivement, cela fait l'objet de travaux de préparation et d'anticipation au niveau de l'ESMA pour s'assurer effectivement que nous avons une bonne vision de la façon dont nous devrons superviser ces acteurs. Les sanctions actuelles sont-elles suffisantes? Comment renforcer l'efficacité et l'intelligence artificielle
face à des risques de bulles spéculatives, des délais d'intervention qui ne sont pas toujours assez rapides. Alors, il y a beaucoup de questions dans cette question. D'abord, est-ce que les sanctions actuelles sont suffisantes? On peut se poser la question, puisque nous ne sommes pas loin d'avoir comment dire, atteint le plafond de sanctions. Mais pour l'instant, cela s'est avéré suffisant. Le risque de bulles spéculatives et les délais d'intervention, je pense que nous avons aujourd'hui des outils qui nous permettent, dans la surveillance des marchés en temps réel, d'observer ce qui se passe à la fois sur les marchés, sur les ventes à découvert. Ça nous permet effectivement d'identifier des phénomènes qui peuvent être, alors d'abord, soit qu'on doit contrôler au titre des éventuels abus de marché. Hein, je suis prudente parce que très souvent, ça n'est pas le cas. Mais par ailleurs, ça nous permet d'identifier les évolutions de marché qui pourraient s'avérer problématiques et donc à ce moment-là d'alerter les acteurs pour qu'ils renforcent leur vigilance. J'ai évoqué notamment les recommandations que nous faisons lorsque nous identifions des problématiques. Nous pouvons mener des contrôles spot très rapides qui nous permettent d'identifier les bonnes et les mauvaises pratiques et de faire des recommandations aux acteurs. Sur l'intelligence artificielle, est-ce que nous avons des projets spécifiques? Nous regardons évidemment toutes les opportunités qui peuvent être offertes par l'intelligence artificielle de façon à effectivement automatiser largement la surveillance de base. J'ai dit que nous avions déjà un certain nombre d'outils. Je pense que nous pourrions les développer bien entendu encore davantage. D'où d'ailleurs, effectivement, notre souhait de garder une capacité d'investissement autour de 10 millions d'euros, donc qui est en forte baisse par rapport à celle des 2 dernières années, où on a eu à peu près 20 millions d'euros d'investissement liés à des très gros investissements qui sont maintenant très largement derrière nous. Mais effectivement, nous souhaitons pouvoir continuer à investir dans la donnée pour que nos collaborateurs puissent se centrer sur des activités à plus haute valeur ajoutée et que nous utilisions davantage l'intelligence artificielle pour identifier les problèmes. Monsieur le Président, je crois que j'ai répondu. Vous avez été très exhaustive. Donc, on va commencer les questions supplémentaires. Je vais redonner la parole à Monsieur Decini sur la question qui n'avait pas été comprise. Oui, merci, Monsieur le Président. C'était dans le cadre de la gestion de la taxe sur les transactions financières, puisque Euroclear n'a pas l'ensemble des informations. Et donc, voilà, c'était pour savoir comment lever les obstacles, étant donné qu'ils sont les seuls à pouvoir intervenir sur cette taxation. Merci. Patrick Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la Présidente, merci pour votre intervention de ce matin qui permet d'apporter un certain nombre de précisions. Alors, vous l'avez évoqué dans votre propos liminaire, parmi les priorités thématiques, notamment la deuxième pour l'AMF, concerne, je cite, promouvoir une finance plus durable. Et donc, ça me permet de revenir sur un sujet que vous avez déjà évoqué, qui est celui de la finance verte, mais plus précisément revenir à la manière dont sont développés aujourd'hui pour cette finance verte un certain nombre de critères, hein, donc deux normes qui se développent. D'une part, l'ISR, c'est-à-dire l'investissement social responsable, et d'autre part, l'ESG, c'est-à-dire les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Néanmoins, aujourd'hui, l'une des difficultés qui semble se développer, c'est que lorsqu'on effectue des comparaisons à l'international, on s'aperçoit que, par exemple, la Chine va jusqu'à émettre donc des green bonds pour construire des centrales à charbon propre. Et donc, que peut-on faire pour s'assurer qu'il y ait une vraie normalisation à l'échelle internationale de cette labellisation verte? Je vous remercie. Merci. Marie-Christine Dalloz. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente de l'AMF, une question concernant l'explication, puisque il y a eu une mise en sommeil durant 2 ans du groupe de travail sur les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes concernant les relatifs aux achats. Comment expliquez-vous que l'indisponibilité ou la disponibilité insuffisante de ses membres qui a conduit cette cellule à être en sommeil pendant 2 ans? Et dans l'ensemble
de votre équipe, c'est-à-dire vous aviez en 2022, je crois, 490 personnes équivalent temps plein travaillées. Aujourd'hui, en 2023, c'est 509, d'après les informations que vous donnez. Dans votre priorité 1, et qui concerne la protection des épargnants, vous avez parlé tout à l'heure de formation des professionnels. Dans l'ensemble de votre équipe, combien y a-t-il de personnes dédiées à la formation des professionnels pour garantir et protéger les épargnants? Merci. Fabien Di Filippo. Merci, Monsieur le Président. Je remercie notre hôte pour la qualité et l'exhaustivité de ses réponses. J'avais une question complémentaire sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. On la voit arriver outre-Atlantique dans des proportions déjà avec des tests de grande envergure, que ce soit sur le trading, que ce soit sur les prédictions d'évolution des marchés, que ce soit aussi sur leur contrôle. Alors je voulais savoir si de votre côté à l'AMF, vous étiez attentif à ces démarches-là, si vous-même en expérimentiez déjà dans la surveillance et le contrôle. Merci. Merci. Christine Pires-Beaune. Oui, merci Monsieur le Président, et à mon tour de remercier la présidente de l'AMF pour ses propos et ses réponses à la première slab de questions. Je vais prolonger la question de mon collègue Philippe Brun. Vous nous avez répondu concernant le CIC, donc sur votre non-déport. Le CIC est membre de la Fédération bancaire, si je ne me trompe, donc le déport aurait pu se justifier, nous semble-t-il. Mais surtout, vous avez évoqué la liste des déports. Est-ce que vous pourriez nous transmettre, alors pas aujourd'hui bien sûr, mais est-ce que vous pourriez nous transmettre la liste de ces déports depuis votre prise de fonction? Je vous remercie. Merci. Benjamin Dirks. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Présidente. Lors de la précédente législature, nous avions eu avec l'ancien président Eric Woerth une mission d'information sur l'activisme actionnarial. Nous avions formulé 13 recommandations visant notamment à renforcer la transparence des marchés et également à encadrer les ventes à découvert. Donc 2 questions assez simples. La première, de nouvelles dispositions ont-elles été mises en place pour encadrer les ventes à découvert? Deuxième question, sur les déclarations de franchissement de seuil dans les capitales de capital. Nous avions proposé d'avoir un premier seuil à 3% et puis à 5%, et notamment d'avoir des déclarations obligatoires tant lorsque c'est sur les franchissements à la hausse qu'à la baisse. Des évolutions ont-elles eu lieu sur ces franchissements de seuil? Merci. Merci. Emmanuel Lacresse. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur général, nous savons que les entreprises aujourd'hui sont extrêmement préoccupées par l'évolution du droit de la conformité, c'est-à-dire la manière dont une entreprise rend compte à la fois de ses approvisionnements et de la planification de ses opérations de décarbonation dans le temps. On sait qu'il y a un enjeu déterminant sur le seuil auquel s'appliquent ces limites, puisque les petites entreprises sont soumises à ces règles progressivement, mais évidemment, n'ont pas les mêmes moyens que les grands groupes. Et donc ma question est de savoir si, au regard des cotations et au regard des règles de cotation et au regard de votre rôle, quel est le regard que vous portez sur l'évolution actuelle du droit européen, en particulier en ce qui concerne la conformité? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bien. À vous les réponses et la conclusion, Madame la Présidente. Alors, sur la question sur Euroclear, alors je crois effectivement comprendre ce que vous voulez dire, c'est-à-dire qu'effectivement, Euroclear n'a pas les informations sur les transferts intraday. Donc, effectivement, au-delà des problématiques que cela pourrait poser sur la liquidité, si on devait mettre en place une taxation sur les transactions intraday, il faudrait trouver d'autres dispositifs. Je pense que c'est d'ailleurs une des difficultés techniques non négligeables sur ce sujet. Sur la finance durable et la manière dont se développent les normes, à la fois en matière ESG et les difficultés de comparaison internationale. Alors, effectivement, sur la finance durable, je l'ai dit, l'Europe est pionnière et elle est certainement
la plus exigeante en matière de reporting extra-financier. C'est indéniable. Alors, pour l'instant, les normes européennes en matière de reporting extra-financier sont soumises à consultation, donc elles ne sont pas totalement finalisées. Mais par rapport aux discussions actuelles sur les normes internationales, qui vont d'ailleurs très probablement être endossées très prochainement par l'Organisation internationale des régulateurs de marché, les normes dites ISSB, les normes européennes sont plus exigeantes. En effet, les normes internationales se basent sur ce qu'on appelle la simple matérialité, c'est-à-dire qu'il est demandé aux entreprises de rendre public l'impact des problématiques de climat sur leur situation financière. Ça, c'est la matérialité dite financière. Les normes européennes sont beaucoup plus exigeantes puisqu'elles imposent effectivement un reporting sur la matérialité financière, mais elles comportent aussi une double matérialité, c'est-à-dire que l'entreprise doit donner des éléments sur l'impact sur elle du dérèglement climatique et elle doit aussi indiquer quel est son impact à elle sur les sujets de développement durable. Donc on le voit effectivement, une Europe qui est pionnière. On peut espérer effectivement que les autres juridictions se mettront dans la même situation, mais à ce stade, effectivement, l'Europe souhaite montrer la voie et donc avoir en effet des exigences supérieures. Ensuite, comment faire des comparaisons internationales ? Déjà, la base qui sera fournie par les ISSB, et en espérant effectivement qu'elle soit adoptée par l'ensemble des juridictions, ce qui n'est pas forcément gagné. On a vu il y a de nombreuses années ce qu'il en a été sur les normes financières et IFRS qui n'ont pas été adoptées par l'ensemble des juridictions. Néanmoins, si c'est le cas, ça donnera une base de comparaison. Ensuite, je pense que ça relèvera effectivement de la bonne information des épargnants, de faire valoir, notamment pour les entreprises françaises, qu'elles ont des normes plus exigeantes que d'autres. Et nous espérons que les épargnants sauront effectivement s'y reconnaître et nous les aiderons en ce sens. Sur la mise en sommeil des AI-API, du groupe AI-API sur les achats. Alors, c'est vrai que ce groupe ne s'est pas réuni. On était dans une période Covid, post-Covid. Néanmoins, les contacts sont restés effectivement très importants. Notamment, nous avons d'ores et déjà développé des mutualisations avec l'autorité, avec l'ART et le H3C sur les agences de voyage qui nous permettent de mutualiser effectivement les marchés. Et nous regardons d'ailleurs au-delà de ces autorités, puisque nous avons sur la gestion des ascenseurs mis en place une mutualisation avec la préfecture de Paris. Donc voilà, nous cherchons à peu près tous les moyens possibles et nous allons continuer à le faire pour réduire nos coûts, sachant qu'effectivement, nous ne sommes entre guillemets que 500 à peu près, et donc effectivement, nous n'intéressons pas forcément, dans le cadre de nos appels d'offres, tous les prestataires, et donc c'est notre intérêt de chercher à mutualiser pour avoir accès à une puissance d'achat plus importante et réduire nos coûts et aussi avoir accès à des prestataires, enfin une offre plus large. Ensuite, la question a été posée sur... pardon. Ah oui, la formation des professionnels. Alors, effectivement, nous avons un comité de certification professionnelle qui a mis en place un certificat pour les responsables de la conformité et maintenant un certificat d'ailleurs sur la finance durable.
Donc, nous y consacrons une partie de nos moyens, à la fois en termes de gouvernance. C'est une des missions de notre direction des épargnants. Nous avons sur la certification professionnelle, alors oui, nous faisons ça à la mesure de nos moyens. Donc nous avons 1,5 ETP qui se consacre à ce sujet et qui prépare effectivement les décisions de certification de notre, qui permettent... Alors évidemment, nous démultiplions, hein, c'est-à-dire que nous donnons des certifications à des écoles de formation, ce qui l'AMF ne fait pas en direct. Voilà. Après, ce que nous faisons, c'est que nous avons au moins une fois par an un webinaire avec les responsables de conformité qui permet de les tenir au courant de l'ensemble des évolutions réglementaires, qui est très suivi. Nous avons l'ambition d'en faire un aussi avec les conseillers en investissement financier, qui est un périmètre très large, hein, puisqu'il y en a à peu près 20 000 sur le territoire français. Et donc, effectivement, nous essayons de démultiplier notre action sur la base de l'expertise interne que nous avons. Évidemment, les personnes qui s'occupent de certification financière s'appuient aussi sur l'ensemble des compétences des différents métiers de l'AMF. Sur l'utilisation de l'intelligence artificielle sur les marchés et dans les marchés et pour les régulateurs de marché. Alors, effectivement, c'est une question assez gigantesque, je dirais. Donc, nous regardons effectivement ce sujet. J'ai dit que nous avions déjà développé en tant que régulateur un certain nombre d'outils sur la surveillance des marchés qui s'appuient sur des algorithmes et qui nous permettent de détecter notamment les mouvements anormaux. C'est un exemple parmi d'autres. Je pense que nous avons des potentialités très importantes, hein, dans ce domaine-là. Et par ailleurs, nous avons effectivement des réflexions et des échanges avec l'écosystème de l'innovation pour identifier quels sont les développements en matière d'intelligence artificielle qui peuvent avoir un impact important sur notre activité de régulateur. C'est un sujet d'ailleurs sur lequel nous travaillons aussi au niveau international et ce qui nous permet effectivement d'avoir une visibilité sur ce qui se passe sur les différents marchés. Peut-être qu'il faut ajouter que dans ce domaine-là, on n'est pas dans un domaine totalement nouveau. En revanche, effectivement, on est sur un domaine qui accélère et donc, effectivement, nous souhaitons être à même d'identifier les évolutions. Ça peut aussi avoir des impacts importants sur la protection des investisseurs et des épargnants. Donc, c'est un sujet, effectivement, que nous regardons à la mesure de nos moyens d'assez près. Sur les sujets de conflit d'intérêts et de déport, je rappelle que j'ai effectué une déclaration d'intérêt et de patrimoine auprès de la HATVP. Et donc, il me semble que j'ai respecté toutes les procédures nécessaires et je l'ai porté à la connaissance du déontologue du collège, ce qui, effectivement, peut amener, sur certains dossiers, à ce que je me déporte. Mais cette déclaration d'intérêt, je l'ai effectuée auprès de la HATVP, conformément aux textes qui sont en vigueur. La mission d'information sur l'activisme actionnarial et l'encadrement à la fois sur les ventes à découvert et les déclarations de franchissement de seuil. Alors, le seuil est effectivement aujourd'hui à 5%. Dans notre communication d'avril 2020 sur l'activisme, nous avions effectivement ouvert cette piste de regarder s'il est opportun de l'abaisser à 3%. Nous n'avons pas de position définitive sur le sujet et cela relèverait le cas échéant de la loi. Par ailleurs,
On peut évidemment remettre ce sujet à l'ordre du jour de nos commissions consultatives, à la fois la commission consultative émetteur et la commission épargnant. Et nous pouvons en reparler à notre collège. Sur les ventes à découvert, donc nous avons une surveillance, puisqu'il y a une obligation de déclaration auprès de nous dès qu'il y a une évolution de 0,1%, et nous le rendons public à partir de 0,5%. Donc c'est un domaine qu'on suit effectivement de très près. Je pense que nous avons aujourd'hui une bonne visibilité sur les ventes à découvert. Il peut y avoir d'ailleurs d'autres questions qui se posent suite aux récentes crises. Alors c'est pas tellement une question d'activisme, par parenthèse, mais en matière de stabilité financière, il y a aussi des réflexions sur le marché des CDS, qui est un marché qui est assez étroit. Donc davantage de transparence, comme on l'a fait sur le marché des ventes à découvert. Enfin, il y a eu une question sur le développement d'Emmanuel Lacresse sur le développement du droit européen en matière de conformité. Et si je comprends bien l'idée, c'est est-ce que ça n'est pas trop lourd? Alors, notamment pour les petites entreprises. Je pense que le développement de la conformité est une tendance extrêmement forte. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de participer récemment à un colloque qui a été organisé par la Cour de cassation et le Conseil d'État sur la question de... Alors, ils ont retenu le terme anglais, compliance, mais que nous appelons, nous, conformité. Donc, c'est vrai que c'est un champ qui se développe considérablement. Nous-mêmes, nous avons effectivement, comme je le disais, un dialogue très fort avec les responsables de la conformité dans les sociétés de gestion que nous accompagnons. Nous promouvons effectivement la conformité. On ne peut pas s'en remettre uniquement d'ailleurs à la conformité. Il faut effectivement en tout cas, à une conformité qui serait formelle. Je crois que c'est un sujet, c'est un risque qui peut exister, c'est-à-dire qu'on développe sans arrêt des règles, qu'on ait de la conformité très formaliste et que les acteurs financiers perdent un peu le sens de leur obligation de continuer à exercer leur meilleur jugement. Donc ça, c'est pour ce qui concerne les acteurs financiers. Et je crois que vis-à-vis des acteurs financiers, nous sommes à juste titre très exigeants en matière de conformité. Ensuite, se pose la question plus généralement pour les entreprises. Alors, je pense qu'il est fait allusion ici à la question de la mise en œuvre de la directive CSRD. Donc d'abord, cette obligation de rendre public effectivement le reporting, de faire un reporting extra-financier qui se rapproche de plus en plus en termes d'exigence du reporting financier des entreprises. Deux considérations sur le traitement des plus petites entreprises. D'abord, l'entrée en vigueur est progressive, donc ça va se faire progressivement. Et il y a effectivement de la proportionnalité sur le niveau des exigences. Mais effectivement, mis à part les petites entreprises non cotées, il y aura progressivement d'abord les grandes entreprises cotées, ensuite les entreprises non cotées, les ETI, et puis un certain nombre de PME. Donc je pense qu'il faut souligner que même avec la proportionnalité, ce sera un niveau d'exigence important et qu'il faut que les entreprises s'y préparent. Je pense que c'est nécessaire parce que si elles veulent avoir accès à des investisseurs qui sont de plus en plus concernés et intéressés par l'aspect durable de leurs investissements, elles risqueraient, si elles n'entraient pas dans cette logique, de perdre une grosse partie de l'accès aux investissements. Et c'est de plus en plus prégnant. On le voit aujourd'hui. Les gestionnaires de fonds nous disent qu'effectivement, c'est une préoccupation croissante des investisseurs. Nous le voyons aussi dans nos enquêtes.
Donc on peut s'en féliciter, bien sûr, mais effectivement, il faut faire attention à ce que ces entreprises ne soient pas mises à l'écart. Ça comportera des exigences pour elles. Voilà, elles ont le temps de s'y préparer. Je crois que ce qui est important, c'est que les messages passent bien sur le fait que ces exigences vont rentrer en vigueur progressivement et qu'elles doivent s'y préparer. Merci Madame la Présidente de cette audition avec des réponses qui ont été précises et exhaustives. Merci bien et à la prochaine fois. Merci. Merci Monsieur le Président. À votre disposition. Merci. On se retrouve dans 7 minutes.